Salut à tous et bienvenue sur Pressroom. Aujourd'hui, on reçoit un invité un peu spécial car c'est un ami, Guillaume Letellier, que je connais depuis une quinzaine d'années. Mais Guillaume, il a surtout réalisé 25 routes de l'impossible, l'émission culte sur France 5, tournée dans les pays où se déplacer est un combat et où chaque route est une aventure périlleuse. Et là, je vois le bateau que j'avais loué, qui était un bateau en bois qui devait faire une 10-15 mètres, couler à pic. Et tout de suite, il me raconte, alors que je ne le connais pas du tout, évidemment, il sort de nulle part, et tout de suite, il me raconte sa vie. Tout le monde a une arme. Ce sont des armes de guerre, de laquelage, de fusils mitrailleurs. Ça rigole pas, donc la moindre petite étincelle peut se terminer en carnage. Et là, tu te dis, mais comment t'as fait pour te mettre dans cette situation, enfin ? Qu'est-ce que t'as raté, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Dans cet épisode, il va nous parler des galères qu'il a eues au Sud-Soudan, le pays le plus dangereux où il est allé, de son naufrage en Centrafrique où il s'est fait attaquer par des pirates et des limites qu'il a dû poser avec le gang ultra-violent qu'il a filmé à Kinshasa. Alors si vous aimez les histoires d'aventure, abonnez-vous, likez, commentez et surtout activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ça tourne avec Guillaume Letellier. Salut Guillaume. Salut Esther. Ça fait bizarre de se retrouver là quand même, non ? Ça change des terrains sur lesquels on s'était rencontrés. Ouais. On était allé à Palm Beach. Ouais. La ville des ultra-riches pour retrouver la maison de Bernard Madoff. Ouais, absolument. Qui ne devait pas être loin de celle de Trump. Ouais, exactement. Il a arnaqué tout le monde en fait. 60 milliards, on ne sait pas où est l'argent, quoi. Il a arnaqué tous ses plus proches amis, quoi. Pyramide de Ponzi, en fait. Ah ouais, c'était une affaire absolument fascinante. On avait escaladé son portail. C'est pas bien, normalement, faut pas faire ça. Hein. Non. Faut pas faire ça. On était tout contents. On avait tous les plans de l'intérieur de Bernard Madoff. Merci beaucoup à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Avec NordVPN, tout votre trafic est chiffré. Votre adresse IP est masquée, vos données sont protégées et ça, c'est par exemple hyper important pour nous journalistes quand nous travaillons sur des sujets sensibles. Autre point très utile, vous pouvez changer votre localisation virtuelle en un clic. C'est très pratique pour contourner certaines restrictions ou simplement pour sécuriser votre connexion quand vous êtes en déplacement. L'outil intègre aussi une protection anti-menace qui bloque les sites dangereux, les trackers ou les pubs intrusives. Et il y a même une surveillance du dark web qui vous alerte si vos données fuitent en ligne. Le tout avec une politique très claire, le no-log, donc aucune trace de votre activité n'est conservée. Avec mon lien, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement 2 ans. Ça revient à moins de 3 € par mois avec l'offre basique. Et vous avez 30 jours pour tester, satisfait ou remboursé. Merci à NordVPN de soutenir Pressroom. Le lien est en description. On repart avec Guillaume Letellier. T'as réalisé, toi, 25 routes de l'impossible. Alors, dans quel pays t'es allé ? Tu te souviens ou pas ? Le pas tout tous, premier, hein. c'était Haïti. La première route, et la dernière là que j'ai tournée, c'était en Malaisie, à Bornéo. Ouais. Et entre-temps, il y en a eu 23 autres aux quatre coins du monde, mais c'est une émission que j'adore, parce que c'est vraiment du reportage un peu à l'ancienne, une vraie immersion dans le quotidien d'un chauffeur routier qui va prendre des risques parfois insensés pour livrer des marchandises, des fruits, des légumes, de l'essence, sur des routes souvent impraticables. Et c'est un moyen formidable de découvrir un pays, une route, de comprendre sa réalité économique, sa réalité sociale. Et donc ce sont des road trips où on raconte des périples, des odyssées, avec tous les éléments extérieurs qui peuvent se produire, les incidents mécaniques, météorologiques, et voilà, et ça fait toujours des aventures formidables. Et c'est une chance immense d'avoir pu aller au Sud-Soudan, en Centrafrique, au Tchad, au Bhoutan, au Nigeria, en Éthiopie. Enfin bon, ce sont des destinations qui font peur. Tu prépares rien à l'avance, tu prépares. Il y a de la préparation en amont sur tout ce qui est visa, autorisation. Ouais. Mais après, le casting, le choix de nos personnages, on le fait sur place. Et donc, c'est vraiment des rencontres. Faut traîner dans des gares routières, dans des bars, discuter avec les gens, voir un camion qui paraît un peu déglingué. Enfin voilà, c'est vraiment du repérage en temps réel. Et tu prépares rien à l'avance, tu prépares non, pas moi trop. je préfère choisir. J'ai essayé quelques fois avec nos fixeurs avec lesquels on bosse et qui font un travail essentiel pour gagner un peu de temps, qui nous fassent un petit repérage avant qu'on arrive. Ça n'a jamais marché. Ouais. Jamais. Et par contre, et au contraire, c'est bien
de sentir l'ambiance d'un pays. Franchement, une gare routière, c'est fascinant avec toute la frénésie, tous les camions dans tous les sens, les marchandises, les voyageurs, tout le monde se bouscule. Déjà à filmer, c'est génial. Et puis j'adore discuter avec les chauffeurs et on voit très vite avec qui ça va le faire et avec qui ça ne va pas le faire. Enfin, franchement, en 2 minutes, selon un regard, un sourire, une blague, on sait tout de suite si ça va matcher ou pas, quoi. Ce jour-là, 2 bétaillères sont les seuls taxis disponibles. Des dizaines de voyageurs se battent pour décrocher un billet. Ouais, c'est comme dans l'avion, quand tu allais monter dans l'avion, on paye son bagage et tu payes d'autres, c'est ça ou c'est pas ça? Et parfois, ça peut se décider très vite. Parfois, c'est vraiment en 2 minutes et tout de suite, on monte dans le camion et c'est parti pour une journée, 2 journées ou une semaine d'aventure sur la route. C'est ça que j'adore en fait, c'est que le chauffeur ne va pas nous connaître et 2 minutes après, on va être avec lui dans les pires galères pendant plusieurs jours. Et il va te raconter toute sa vie. Toute sa vie. Et les passagers qui seront avec lui aussi. On est très vite intégrés, même oubliés. Alors, pour le coup, la caméra n'existe plus. Du coup, si tu prépares un à l'avance, tu sais pas où tu vas être tel jour, donc tu réserves pas d'hôtel. Enfin, où est-ce que tu dors? Comment tu vis? On improvise. On a genre notre voiture en général qui nous suit. Ouais. Donc là, il y a le deuxième. Un gros 4x4, voilà, où il y a nos affaires de rechange, où on peut charger nos batteries. Là, c'est un peu notre maison ambulante. Donc on passe souvent des nuits, certes inconfortables à l'intérieur. Ouais. Après, ça peut être en extérieur, chez l'habitant, dans un hôtel quand il y en a. Ça fait partie de l'aventure. C'est quoi le pays le plus compliqué que t'as fait? Il y a un pays où je voulais aller depuis très longtemps, mais qui m'a vraiment littéralement épuisé. Je crois que j'avais même repris la cigarette à la fin de ce tournage, tellement la charge mentale de ce tournage était immense. C'était le Sud-Soudan, qui est un tout petit pays. Je voulais y aller depuis longtemps, c'est le plus jeune État au monde, qui sortait d'une guerre civile horrible avec son grand voisin le Soudan. Tout le monde a une arme. Et c'est pas des fusils de chasse, ce sont des armes de guerre, de la calage, du fusil mitrailleur, du très gros calibre. Ça rigole pas, donc la moindre petite étincelle peut se terminer en carnage. Et il y a beaucoup de kidnapping, évidemment. Pour vous, le risque de kidnapping est important. En plus, vous êtes... Ouais, parce qu'on est assez vulnérable. On n'a pas souvent... Alors là, pour le coup, c'est une des rares fois au Sud-Soudan où il a fallu qu'on prenne une escorte armée, notamment dans une zone qui est au nord de la capitale. Mais c'est quoi, une sécurité privée? En fait, nous, on voulait... Parce qu'on n'aime pas trop en prendre, parce que souvent, quand on prend une sécurité privée, c'est l'effet un peu pervers, que ça peut plus attirer l'attention. Alors que nous, on essaie d'être le plus discret possible. Et c'est sûr que si on a 2-3 hommes en calage qui se baladent autour de nous, bon... C'est moyen, et en fait, on n'avait pas prévu de prendre d'escorte. On était à l'hôtel, et on déjeunait, et là, on voit arriver 3 hommes en armes qui se présentent et qui disent « Bonjour, on est votre escorte, et ça vous coûtera tant. Sinon, vous ne bougerez pas de votre hôtel. » Ils étaient envoyés par qui? Gouvernement local, voilà. Donc là, c'était plus du racket que de la protection. Ouais. Donc, ils nous annonçaient des tarifs absolument délirants, je les ai plus en tête. Enfin, c'était des sommes absolument monstrueuses. Voilà, il a fallu longuement parlementer pour faire baisser les tarifs. Puis au final, après des heures de palabres, j'ai compris qu'on n'avait pas le choix, quoi, que si on voulait vraiment aller dans cette zone où on devait absolument se rendre pour tourner, on allait devoir se traîner. Ces 2-3 gars, je dis se traîner parce qu'au final, ils n'ont absolument servi à rien à part... ils ont servi à rien, à part exploser tout notre stock de bouffe et vouloir réclamer le plus d'argent possible. Sinon, non, leur utilité était très limitée, quoi. Ils sont en uniforme, etc. Ouais, ils disent, vous ne partirez pas, on vous ramène à la capitale, on vous supprime votre visa. Enfin, ils ont quand même un pouvoir de nuisance assez conséquent. Pourquoi tu crois que c'est celui qui t'a le plus marqué Je me souviens de séquences assez formidables où une tribu de bergers surarmés, mais avec des lumières magnifiques au coucher de soleil, un mode de vie qu'ils essaient de maintenir malgré les conflits ethniques, avec des choses un peu étonnantes. Je filmais un jeune berger qui me racontait un peu sa vie. À côté de sa vache, c'est des bœufs, c'est magnifique, ces animaux avec des grandes cornes. Et j'ai découvert, sans trop le prévoir, comment ils se douchaient.
Tu te laves comme ça tous les matins? Oui, tous les jours. Tous les jours. Je repère facilement une vache qui va uriner. Quand elle est allongée et qu'elle se lève, c'est qu'elle va faire pipi. Et c'est vraiment bon pour toi? Oui, ça renforce mes cheveux. J'ai pas testé. Ah, t'as pas testé, non. Mais t'as réagi comment quand t'as vu ça? J'étais pas estomac. Enfin, je suis filmé, voilà, c'est vraiment le truc qui te tombe sous les. C'était pas prévu. Hein. Voilà, ça s'est fait extrêmement naturellement. C'est dingue. Moi, cette tribu qui s'appelle les Mundari, qui est vraiment une tribu absolument fascinante de pasteurs sud-soudanais, et pour protéger le cuir chevelu. Enfin voilà, c'est dans la tradition locale. Bon, là, t'es content en même temps. T'as une bonne séquence. C'est une séquence drôle, étonnant, quoi. Pourquoi tu rêvais d'y aller dans ce pays-là? Parce que c'est un pays où il y avait très peu de reportages. Ouais. Donc voilà, totalement méconnu. Donc Ouais. voilà, en faisant mes recherches, je voyais qu'il y avait des histoires de tribus qui m'intéressaient, des histoires de réchauffement climatique, d'inondations permanentes. Enfin voilà, déjà à distance avant de partir, je sentais déjà un peu le chaos côté Far West de ce pays. Et j'ai pas été déçu. Les camions suédois, c'est les plus solides. Aucun autre véhicule ne peut emprunter cette piste. Quand la pluie commence à tomber, les vieux camions montrent vite leurs limites. Vous ne vous arrêtez pas? Non, impossible. Si je m'arrête, c'est foutu. Et ben voilà. Vous êtes coincé? Eh oui. Quand les roues tournent dans le vide, on est forcément coincé. Je ne sais pas comment on va faire. Et c'est quoi les séquences que t'allais chercher justement là-bas? C'est quoi ou celles que t'as ramenées qui t'ont vraiment marqué? C'était assez fou parce que le Nil blanc était en crue. Là-bas, en fait, les crues sont permanentes, quoi. C'est-à-dire que l'eau ne redescend jamais. Pendant des mois ou des années. Enfin, ça paraît totalement fou. Il n'y a plus de route, tous les villages ne sont même pas inondés, sont rayés de la carte. C'est vrai que vu du ciel, les images de drone, c'était absolument surréaliste, quoi. On aurait dit un tableau ou quelque chose fait avec de l'IA, tellement ça paraissait irréel. Pour une route de l'impossible, c'est compliqué, non? C'était un peu gênant. Alors ça, je savais que c'était très inondé, mais je pensais qu'il restait quelques routes quand même. Donc là, il a fallu rebondir. On se dit, il n'y a plus de route, il y a 10 mètres d'eau ou 15 mètres d'eau par endroit. Enfin, c'était absolument fou. Et donc du coup, tout le monde circulait dans des grandes barges qui remplaçaient les bus ou les camions. Donc on a fait pareil. Hein. T'as fait les barges de l'impossible. Plutôt que de filmer un camion. Pour une partie du reportage, on a filmé un bateau qui remplit exactement les mêmes fonctions qu'un camion. Hein. Ça transporte des marchandises, des passagers. Il y a plusieurs arrêts, des gens qui attendent. C'est pas une gare routière, c'est une gare fluviale. Tu me parlais aussi, quand on s'est parlé, de la Centrafrique aussi. En Centrafrique, je me souviens, on était sur un bateau, c'était sur le fleuve Ubangi. On était sur une baleinière, ils appellent ça des baleinières, ce sont des grands bateaux en bois qui transportent des dizaines, parfois des centaines de personnes. Et aussi des tonnes de marchandises, parce qu'il y a des endroits qui sont totalement inaccessibles par la route, donc le fleuve. Et le seul moyen, donc je crois qu'on avait entendu le bateau à peu près une semaine avant qu'il parte. Ah ouais. Ça c'est normal. D'accord. Ça t'arrive souvent, ça t'attend? Oui, ça c'est normal. Donc là, il faut être extrêmement patient, il faut surtout pas paniquer. Et tu fais quoi? On attend. On sait que c'est comme ça, on va pas accélérer le truc, c'est pas nous. Enfin, faut juste subir, mais c'est pas grave. L'attente fait partie du reportage. Donc, et je savais que cette histoire elle allait être. Il fallait la faire. Ouais. J'avais vu le bateau, j'avais vu le capitaine du bateau, et on n'a pas été déçus, parce que le capitaine, il est à l'arrière du bateau, mais avec toutes les marchandises qui sont entreposées, il ne voit absolument rien. Et il a un guide, ou plusieurs guides devant, qui lui disent à droite, à gauche. Passe à la droite, mon petit. C'est moi qui guide le capitaine. Sans moi, le capitaine ne peut pas travailler. Parce qu'il ne voit rien. Il ne voit rien. C'est moi qui vois tous les dangers et puis je lui montre par rapport aux gestes que je fais ici.
Et il y a des rochers partout, il y a beaucoup de courants aussi. Un fleuve, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein, il peut y avoir des vagues quand il y a un orage. Le bateau est évidemment surchargé. Pendant tout le trajet, quelques jeunes sont payés à écoper avec des seaux, l'eau qui rentre dans la cale. Enfin bon, donc voilà, en termes de sécu, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Et moi, j'avais loué un bateau pour moi et mon collègue, un petit bateau pour qu'on puisse mettre nos affaires, faire les plans extérieurs aussi du bateau qu'on filmait. C'est passé. J'en rigole, mais c'était tellement inattendu. Le capitaine du bateau que j'avais loué était complètement bourré. D'accord. Vraiment. Et je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je filmais sur le grand bateau et alors, j'entends un bruit effroyable en pleine nuit. Et je me rends très vite compte qu'en fait, les deux bateaux se sont très violemment percutés. La baleinière vient d'envoyer une embarcation par le fond. Soulagement, les passagers sont sains et saufs. Et là, je vois le bateau que j'avais loué, qui était un bateau en bois qui devait faire 10-15 mètres. Ouais. Un bateau à moteur coulé à pic. Ces marins vont le tirer vers la berge pour tenter de le renflouer. Toutes nos affaires, sac à dos, l'ordi, le drone, et une partie du matériel. C'était tellement soudain. En plus, la nuit, ça rajoute évidemment une atmosphère encore plus angoissante. On était vraiment au milieu de nulle part, à la frontière avec le Congo. Une zone pas très bien fréquentée. Et bon, là, j'ai quand même fait quelques images parce que je me suis dit, c'est tellement fou qu'il faudra que je le raconte au montage. Parce que c'est tellement improbable que... T'as eu le réflexe de sortir ta caméra? Ouais, mais c'est pas évident comme décision. À quel moment tu l'as sorti? Quand j'ai vu qu'il y aurait pas de drame humain. Ouais. Voilà. Ouais. Puis après, il y a un autre bateau qui est arrivé pour nous aider, soi-disant, mais en fait, non, c'était plus pour voler nos affaires, enfin, tout ça en pleine nuit. Donc, les passagers de notre bateau ont dû nous défendre, on a dû un peu se cacher. Ah, vas-y, raconte ça. Attends, c'est quoi cette histoire, en gros? On voit un autre bateau qui accoste, qui s'approche d'une autre. On se dit, ils vont vouloir nous aider. Et en fait, ils ont vu qu'on était en difficulté, donc ils voulaient plus piller le stock d'essence. On avait nos bidons d'essence qui flottaient. Ouais. Et c'était très convoité, donc il a fallu se cacher un peu de ces agresseurs qui n'étaient absolument pas des sauveteurs. C'était des pirates Ouais, des pirates éphémères, des pirates d'un jour, on va dire. Et vous vous êtes battus contre eux? Nous non, mais les marins qui étaient avec nous, oui, ils nous ont défendus. Ils ont dit de nous cacher à un endroit là, un peu dans la cale, et eux ils se sont battus, ouais. C'est la nuit cauchemar, quoi, la nuit en enfer, quoi. C'est pas terrible. Ouais. Et donc vous avez tout perdu? Il y a eu une grande partie du matériel, ouais. Plus d'argent? Plus d'argent. Plus de bateaux. Alors, il nous restait un tout petit peu d'argent pour louer des motos à travers la brousse. Et après des heures de moto, on s'est retrouvé dans une ville qu'on connaissait pas trop. Et là, il a fallu convaincre des gens de nous louer une voiture alors qu'on n'avait pas d'argent. Ah ouais. Sachant que dans ces coins-là, il faut mieux payer. On demande toujours un acompte. Hein. Ouais. On dit pas, je te paye l'arrivée. Non. La voiture ne sort pas du garage si un acompte n'est pas versé. Mais on a expliqué notre situation. Et on a promis qu'on paierait en arrivant à Bangui. Et on cherchait des gens pour nous envoyer de l'argent via les Orange Money, là, les transferts, ça se fait beaucoup en Afrique. Ouais. On a au moins quelque chose à donner. J'en rigole aujourd'hui. Il faut improviser. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve un moyen de rentrer. Donc, s'il faut faire du stop, on fait du stop. S'il faut palabrer pendant des heures pour convaincre un chauffeur de nous emmener. Au final, on y arrive toujours. On trouve toujours une solution. Et puis après, ça fait plus des souvenirs de reportages qui auraient pu mal se terminer, mais bon. Oui, parce qu'en plus, c'est quand même chaud, la Centrafrique. On est vraiment arrivé dans un moment un peu creux, mais avec plein de tensions. Je me souviens dans notre moment de nuit, alors là, on suivait un camion, et il y a un camion de militaires qui arrive en face. Et en Centrafrique, manifestement, c'est les militaires, on doit leur laisser la priorité, chose que notre chauffeur n'avait pas fait. Ouais. Et là, les militaires, ils sortent la calache, ils commencent à tirer en l'air. Ah ouais. Et moi, je suis dans la voiture de derrière, je dis, mon Dieu, c'est l'attaque du convoi. Voilà. Et en fait, non, c'était juste les militaires qui voulaient nous faire peur en tirant en l'air, mais ça a marché. Hein. Mais est-ce que c'est pas, justement, quand tu fais les routes de l'impossible, c'est un petit peu ce que tu recherches, cette aventure, te retrouver comme ça? On cherche pas forcément ce genre de situation, après on s'adapte. Ça arrive, et ça raconte la réalité d'un pays au final.
Tu me parlais aussi, quand on a préparé, du Congo aussi, qui a été... Ouais, j'aime bien le Congo, j'aime bien la RDC, ouais. Mais souvent les... C'est fascinant, c'est un pays... Mais la quasi-totalité des reporters que je connais et qui sont allés au Congo, ils adorent le Congo. Ouais, parce que c'est une... Alors déjà, bon, c'est une mine à sujet. Ce pays est tellement fou, est tellement démesuré pour tout, sa taille, son nombre d'habitants, ses guerres, ses excès, ses richesses minières, qui contrebalancent avec sa pauvreté totale, la nature incroyable de ce pays, le fleuve Congo, les animaux, les gorilles, enfin bon. Ah ouais. Voilà, quand on est reporter et qu'on aime bien le terrain, c'est hyper excitant, quoi. Parce qu'on sait que, peu importe la thématique du sujet, on sait que ça va être fou. C'est un pays hyper attirant, qui moi me fascine, qui m'a toujours fait rêver. J'y suis allé 5 fois, mais Ah ouais. Pour le coup là je suis en vacances, mais si on me dit demain faut aller en RDC pour un tournage, j'interromps mes vacances et je fonce à l'aéroport. Et donc c'est les paysages, c'est les gens. Ce sont toujours des personnages incroyables. Ils ont une manière de raconter leur vie ou les histoires, même les plus tragiques ou parfois les plus sordides, de manière extrêmement touchante, puissante. Parfois drôle aussi. Ils sont francophones en plus. Ouais. Donc le lien s'établit assez vite. Alors après, c'est un pays très compliqué pour bosser aussi. Bon. Pourquoi en termes de fiabilité horaire, de rendez-vous manqués, tout ça. Mais bon, c'est pas grave, tout ça. Ça fait partie du jeu. Ouais. Je n'en ai que des souvenirs sur les 5 reportages que j'ai fait au Congo. Je n'ai que des souvenirs de fou. C'est quoi le plus... ou les 2-3 plus marquants sur ce que tu as fait? Alors je me souviens, c'était pour une route de l'impossible au Kivu, qui aujourd'hui, qui l'a toujours été, enfin qui est depuis très longtemps, une zone rongée par les guerres. Et on suivait un vieux camion qui ressemblait plus à une grande chenille. C'était un vieux camion militaire allemand. Toutes les vitres étaient défoncées, mais bon, c'était le seul camion qui passait sur cette route, qui n'était absolument pas une route, qui était un torrent de boue. Pour faire 30 km, il fallait 2 semaines. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et on était en pleine nuit avec notre camion qui était en panne. Et là, il pleuvait des cordes. Les mécanos étaient en train de bricoler, donc on faisait quelques images. Voilà, puis j'entends un bruit au loin, je sais pas, à 50 mètres, 100 mètres, un bruit de mécanique, j'arrive pas trop à l'identifier, il fait vraiment une nuit noire. Et là, je vois surgir des ténèbres Alain et son frère, qui sont en vélo. Alors, un vélo bricolé à la congolaise, hein. Donc avec des barres de fer partout, parce que ça permet de transporter des marchandises. Ils ont été acheter de la nourriture beaucoup moins chère à l'autre bout de la piste. Un périple de 140 km aller-retour qui permet de nourrir leur famille. 250 kilos de marchandises sur un vélo. Parce que, comme aucune voiture ne passe, à part le gros camion que je filmais, le vélo est l'autre moyen de transport utilisé par les habitants de la ville de Chabunda, où on devait arriver. Et donc, ils partent pendant plusieurs jours sur ces vélos pour faire les fameux 30 km. Et ils pédalent dessus, non? Ils peuvent pas pédaler. La route est... Donc, ils poussent le vélo. Lesté de 250 kilos de marchandises, avec des animaux, de l'huile, de la farine, les courses d'à peu près 1 mois. Et ils expliquent très normalement que, plusieurs fois par mois, ils font ce trajet pour aller faire leurs courses, tellement la ville dans laquelle ils habitent est enclavée, et coupée du monde. Je transporte du riz, d'huile et des maniocs sèches. Y compris aussi une coque. Il est vivant? Oui, ça vit. Oui. Et tout de suite, il me raconte, alors que je ne le connais pas du tout, hein, évidemment, il sort de nulle part, et tout de suite, il me raconte sa vie. Moi, je travaille à l'État congolais, je travaille à l'Institut supérieur de développement rural. Mais voyez, avec un salaire vraiment très dérisoire, nous touchons 20 000 francs par mois. Il raconte tout de suite sa vie. Comme si c'était parfaitement normal de tomber sur un journaliste avec sa caméra, français, au fin fond de la jungle du Kivu. Ouais. Le mec me demande même pas pour qui je filme, qui je suis, comment je m'appelle. Non, c'est... Pour lui, c'est normal. Bon. Ok, donc ça va. Et puis je le laisse repartir. Bon. Et puis là, j'entends à nouveau un bruit et je comprends qu'en fait, il s'est cassé la gueule, quoi. La route est tellement glissante. C'est passé quoi là, François? Non, notre huile est tombée sur le soleil
Et je crains dès que j'arrive chez la maman, elle va me frapper. Vous croyez que j'ai fait la vente d'huile en cours de route? C'est pourquoi j'ai ramassé ça. Et ça, nous avons mangé ça. Nous avons consommé celui. C'était mais surréaliste parce que voilà, ça c'est le genre de séquence, c'est pour ça que j'adore cette émission. Pareil, on ne pourra jamais le prévoir. Et puis après, il est reparti. C'est une magie, en fait. Ouais, et voilà. Et c'est un mec, pourquoi il a dit oui, il aurait très bien pu il aurait eu raison, peut-être même de m'envoyer chier, enfin, de me dire, tu me filmes dans ces conditions misérables, parce que franchement, sa situation, là, on en parle un peu avec légèreté, mais sur le moment, c'était extrêmement touchant. C'était à la fois admirable de voir une telle volonté, mais en même temps accablant quand j'y ai repensé après, le lendemain, je me dis, putain, mais c'est quand même fou cette vie, quoi. Enfin, c'est hallucinant, c'est révoltant, quoi. Alors qu'il suffit juste de construire une route pour que les gens puissent subvenir à leurs besoins. Donc, je sais pas, mis bout à bout, j'ai peut-être passé 20 minutes avec ce mec. Mais des années après, j'ai toujours les images en tête et je me souviens de chaque seconde de la séquence. Ah. Tu me parlais aussi qu'au Congo, vous aviez eu un problème d'eau aussi avec ton collègue. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur cette route, le camion était tellement bloqué, on ne pensait pas passer autant de temps sur cette route. Et clairement, on n'avait pas pris assez d'eau. Grave erreur, j'imagine, donc, en Afrique. Erreur, franchement, une vraie erreur, là, pour le coup. Je m'en veux encore. Enfin, voilà. Il faut prévoir un stock x10, comme si on partait même 2 mois. Enfin, voilà, Mais comment tu peux transporter? C'est compliqué aussi, j'imagine, l'eau, parce que ça pèse hyper lourd. La route était tellement défoncée qu'on n'avait pas notre voiture suiveuse. Donc, on voyageait avec le camion. Voilà, okay. On n'avait pas notre le fameux camion dont tu parles ou encore un autre? Ouais. Donc, on n'avait pas notre maison ambulante qu'on a d'habitude, où on met nos stocks de bouffe, d'eau, où on peut dormir, manger, se reposer. Là, on l'avait pas. Ouais. Et donc, on avait tout mis dans le camion un peu à l'arrache, mais on était parti un peu précipitamment. Et du coup, on n'avait pas pris assez d'eau, quoi. Et là, on se trouve bloqué au milieu de la jungle pendant quelques heures, longues heures, et on est loin du premier village. Et pour le coup, autant l'absence de bouffe, je pense que ça va, enfin, on peut gérer. Mais l'absence d'eau, ça rend fou très, 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 très vite, ouais. Ah, carrément, ça rend fou, ouais. Ah ouais, ça rend fou, ouais. On pense qu'à ça. Si ça dure 10 minutes, ça va, 30 minutes, ça va. Quand ça dure plusieurs heures, ça devient obsessionnel, ouais. Et donc, le seul remède local qu'on nous proposait, c'était du vin de palme. C'est quoi? Un alcool local, un peu fermenté. Alors, j'ai plus la recette en tête. Je sais juste que c'est extrêmement puissant et qu'il faut pas trop y toucher. Mais en même temps, quand on a très soif, j'ai juste pris un tout petit peu juste pour tremper mes lèvres, pour avoir la sensation d'une chose humide en bouche. Et mon collègue Fred, lui avait tellement soif qu'il a pris le bidon. Il l'a bu comme une pinte de bière. Ouais. Et je pense qu'il a pris la cuite la plus rapide de sa vie. Ah, il était. Il n'était plus en état. Il était un chaos technique, jamais vu. T'as fait des images ou pas? Non, quand même pas. Là, fallait plus t'aider. Ah oui, carrément, ouais. C'était. Enfin, il fallait juste le mettre dans le temps qu'il se repose. Hein. C'était rien de grave. Mais c'était express. Finalement, on a fait envoyer un motard, mais qui a mis des heures et des heures à arriver. Vous avez payé quelqu'un pour aller chercher de l'eau? Ouais. C'était vraiment urgent, là. Vous pouvez pas rester comme ça. Et ça, c'est vraiment une erreur. Pour le coup, il y a une erreur de débutant, même. Maintenant, mon obsession, maintenant, sur les tournages, je prévois évidemment x10 le stock. Est-ce que tu penses à d'autres choses qui t'ont marqué? Je me souviens d'une nuit, je pense que c'était vraiment la pire nuit de ma vie. Ouais. C'était rareté aux Comores, aux Comores et à Mayotte, sur tous les bateaux de migrants qui vont de Comores. C'est un sujet que j'ai essayé de vendre pendant 3 ans, parce que Macron avait dit cette phrase, les kwassa-kwassa, c'est donc des bateaux de pêcheurs qui transportent les migrants. Il dit les kwassa-kwassa ne transportent pas que du poisson, ils transportent aussi des gens. Beaucoup de clandestins. Ouais. On en pense ce qu'on veut, mais du coup cette phrase, je l'ai un peu ruminée, je me suis dit putain, mais il faut faire cette traversée, quoi. Et aucun journaliste avait réussi à filmer cette traversée. Donc c'est des Comores. Tu pars des Comores au Mayotte, c'est à peu près 70 km sur le canal du Mozambique, sur une mer un peu moyenne. Mais bon, et après il y a des dizaines de kwassa par jour, par semaine qui passent. Mais bon, j'arrivais pas à vendre ce sujet. Et puis finalement, grâce à mon ami Étienne et sa boîte de production, on le vend à Arte à la condition de faire cette traversée. On paye notre place à bord du bateau donc c'est des bateaux de migrants, c'est ça qui font passer. Ouais, des bateaux qui transportent des clandestins ou des femmes enceintes qui prennent le bateau pour aller accoucher ou pour se soigner à Mayotte, parce que le système de soins en Comores est dans un état de délabrement très avancé. On arrive à convaincre un passeur de me prendre à bord. Et de filmer. Et de filmer.
Ça, tu lui dis quand même que tu vas filmer. Ah oui, bien sûr. Carte sur table. Là, pas de mauvais. Sur ce genre de sujet, il faut pas qu'il y ait de mauvaise surprise. Ouais. Donc, il faut être extrêmement transparent. Et dans le reportage, on dit qu'on paye notre place à bord, d'ailleurs. Et on paye le même prix qu'un passager lambda. Je crois que le tarif pour une traversée d'être 300 ou 400 euros. Donc, pour ceux qui payent, ce sont des sacrées économies. Hein. Ouais. Donc, il faut pas se faire intercepter par la police française. Sinon, ça veut dire retour aux Comores et repayer un ticket, parce qu'on n'est pas remboursé dans ces cas-là. Ouais. Bon, je crois qu'ils nous avaient annoncé qu'on serait genre 8-10 à bord et que la traversée durait 3-4 heures. Ouais. Bon, c'était plus compliqué. On est parti la nuit tombée vers 18h. Bon, à bord, on devait être 23 ou 25, je sais plus, avec le chauffeur sur une petite barque entassée, avec des hommes, femmes, enfants. Les passagers, eux, ont découvert ma présence. Voilà, eux n'étaient pas au courant, donc ils n'étaient pas très contents que je sois à bord. C'est quand même une traversée où il y a eu 15 000 et 20 000 morts depuis les années 90. Donc c'est une traversée extrêmement dangereuse. Et on est sur des bateaux de pêcheurs, donc avec juste un petit moteur. Et évidemment, la mer était très moyenne, voire démontée. On est tombé en panne plusieurs fois. Et une fois que je m'étais éloigné de la rive, là, le passeur était beaucoup moins coopératif. Pour filmer, c'était très très compliqué. C'est-à-dire Déjà, les passagers voulaient pas du tout que je filme. Ouais. Et le passeur non plus. Et aucune lumière à bord n'était autorisée. Même pas un briquet, rien, pour ne pas se faire repérer. Donc j'avais une caméra, j'essayais de filmer un peu. Bon, il faisait nuit, un peu avec l'infrarouge, mais bon, c'était galère. Et dès que je faisais le moindre geste, tout le monde me hurlait dessus. Donc, t'étais tout seul? Ouais, j'étais seul. Ouais. Et en plus, alors, j'ai pas été servi par les éléments, parce que bon, j'avais évidemment un gilet de sauvetage, alors qui est un gilet semi-automatique, donc il se déclenche que quand on tombe à l'eau. D'accord. Donc j'étais à l'avant du bateau, et on prenait tellement de vagues. Mais il y avait des creux incroyables. Hein. À un moment, mon gilet se déclenche. Ah merde. Dans un bruit, ça fait un bruit. Sachant qu'il y a une nuit noire et on entend... c'est un silence total à bord, à part le bruit du moteur. Parce que tout le monde a peur. Et là, moi, je gonfle comme le bimène de Michelin. Donc là, les passagers hurlent, me détestent encore plus. Et là, le passeur me dit « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis je suis pour rien, moi. Enfin, j'ai pris une énorme vague. Et donc là, je me retrouve avec mon sac à dos, ma caméra que je peux à peine utiliser, et mon gilet de sauvetage gonflé comme ça. Là, je me dis que ça va être très très long. Et je prenne ton mal en patience, mais t'es sur une mer démontée, au plein milieu du canal du Mozambique, c'est infesté de requins. Enfin, ah oui. Tu dis ils peuvent te balancer à l'eau, enfin les passagers si. Ah ouais, d'accord. Enfin voilà, tu te sens extrêmement vulnérable. Et en plus, du coup, ça avait déclenché une petite balise que j'avais sur moi qui s'est mis à clignoter. Et là, j'ai vraiment cru qu'ils allaient me jeter par-dessus bord, quoi. Et là, donc, je suis obligé de cacher cette lumière qui clignote, c'est horrible. Avec ta caméra. Avec la caméra, plus le gilet, plus l'eau, plus les vagues, plus. Je ne peux rien faire, pas bouger. Enfin, j'étais vraiment comme ça sur le bateau. J'étais congelé, évidemment. Alors, je voyais bien les lumières de Mayotte au loin, qui se rapprochaient petit à petit, mais c'était un stress. Là, je me suis dit, ok, tu sais que tu vas passer des heures dans ce bateau, tu peux à peine filmer, mais en même temps, c'est un peu le reportage. Tu verras quand il fera un peu plus jour. J'attendais que le jour se lève, voilà, pour pouvoir un peu filmer, chose que j'ai pu faire après. Et là, tu te dis, mais comment t'as fait pour te mettre dans cette situation ? Enfin, Qu'est-ce que t'as raté, ouais. Bon, j'ai attendu, j'ai compté les minutes, les heures. Je regardais toujours Mayotte au loin, les lumières qui se rapprochaient. Au final, quand le jour s'est levé, ils se sont un peu détendus. Et là, j'ai pu ressortir plus la caméra, poser quelques questions et faire les images nécessaires pour le reportage. Après, on a accosté sur une première île, on a dû changer de bateau. Et après, ils nous ont jetés sur une autre plage. On est arrivé à Mayotte. Et là, il y avait encore une falaise comme ça à escalader. L'enfer. Et quand je suis arrivé, j'ai fait du stop pour rentrer à l'hôtel. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ouais. L'enfer. Bon, finalement... Mais pour la bonne cause, voilà, c'était un sujet, je voulais absolument faire ce reportage. Mais ça valait le coup de passer une nuit en enfer pour raconter la réalité de ces gens qui risquent leur vie pour traverser entre les Comores et Mayotte. Comment tu trouves tes idées de sujets, généralement ?
Parce que depuis le début, on sent que tu dis toujours, j'avais vachement envie de faire ça, j'avais vachement envie de faire ça, vachement envie de faire ça. Ça peut être une déclaration de Macron, tu vois, qui t'énerve. On lit la presse locale, la presse des pays dans lesquels on a envie d'aller aussi. Par exemple, pour les gangs de Kinshasa, j'ai beaucoup lu la presse congolaise. Il a fait 19 millions de vues sur la page YouTube d'Arte. C'est incroyable. C'est un tiers des Français qui l'ont vu, quoi. C'est un truc de fou. Même Arte, je me souviens, il m'avait appelé quelques jours après la première diffusion sur la chaîne. Mais il dit, il se passe un truc bizarre là sur notre page YouTube. Ça fait une semaine qu'on l'a mis. Je crois qu'on est déjà à 4 ou 5 millions. En même temps, au Congo, il y a 98 millions d'habitants, je crois, à peu près. Donc, ceci peut expliquer cela, mais effectivement, ce sujet a fait un gros succès. Ouais, ce reportage, il a eu un gros succès sur la page YouTube d'Arte, sachant que la thématique des gangs, là-bas, les Kuluna, comme on les appelle, c'est vraiment un sujet de discussion emblématique du quotidien des habitants de Kinshasa et du Congo en général. Il y a des gangs dans d'autres villes et pas qu'à Kinshasa, quoi. Ce sont souvent des jeunes désœuvrés, avec une violence totalement désinhibée. Et je les vois tous réunis, tout l'état-major du gang, le général avec ses lieutenants, leurs copines qui préparaient la bouffe, qui distribuaient les doses de drogue, dans une salle, dans une pièce assez sombre, où ils étaient tous en train de se défoncer. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que je prends le temps de me présenter, d'expliquer mon projet ? Mais en même temps, ils sont déjà tous allumés et à filmer, c'était incroyable. Je me suis dit, mais il faut que je filme tout de suite. J'avais peur de les braquer, mais je demande à mon fixeur, je demande au général, je peux filmer ? Oui, c'est bon, bien sûr. Et j'étais intégré. Et ils ont oublié la caméra tout de suite. Comme si j'avais passé 10 jours ou 2 semaines avec eux. Mais ça, c'est le grand talent, en fait, qu'on doit avoir, justement, pour obtenir des choses, c'est savoir se faire oublier, quoi, en fait. Ou pas se faire remarquer. Ouais, et puis sentir le moment où il faut déclencher la caméra. Parce que parfois, il y a des moments aussi où il faut mieux attendre. Ouais. Où ce serait une erreur de vouloir profiter, même s'il se passe un truc de fou. Mais c'est la question qu'on se pose tout le temps, ça. Voilà, de dire j'y vais pas. Ouais. Le curseur, on sait pas trop le positionner parfois. Là, je savais qu'il fallait que je filme. C'est tellement fou. Je crois que c'est l'ouverture du reportage. Ouais, c'est le début, ouais. Franchement, c'était une scène dingue. Moi, j'étais arrivé juste la veille. C'était ma première matinée à Kinshasa. Je vois ça, je fais OK. Mon nom est Khalifa. Je suis le général du gang. J'ai reçu mon grade parce que je suis sans pitié. C'est tout mon camp qui a voté pour moi. Là, on va se préparer pour aller affronter d'autres gangs. On a toujours les machettes avec nous. On se défonce d'abord et après, on passe à l'attaque. Ils prennent quoi là-bas ? Ils appellent ça le bombé, c'est une espèce de crack local. Alors la recette, je l'ai plus. Il y a du maquillage, je crois, dedans. Alors, il y a des cosmétiques, il y a du résidu de peau d'échappement, il y a de la coke, un peu de LSD. Enfin voilà, c'est une espèce de mixture. Et voilà, ils tournent à ça, ils prennent ça avant d'aller travailler dans les rues avec leurs machettes. Et du coup, ils travaillent dans les rues avec leurs machettes, c'est-à-dire ? Ouais, et du coup, ils n'hésitent pas à couper un bras pour voler une montre. Vraiment, la violence, elle est barbare. Hein. C'est pas juste on te plaque contre un mur et on va te piquer ton téléphone. Enfin, c'est sous la menace d'une machette et si tu réponds un peu, on te découpe. Et ça, c'est un phénomène banal dans les rues de Kinshasa la nuit tombée, vers 16h, 17h, où tout le monde rentre vite. Ah ouais. Chez soi, on voit les gens, ils marchent très très vite, hein, tous ceux qui rentrent à pied, pour ne pas tomber sur ces gangs qui sont dans chaque quartier. Et chaque quartier a son gang avec des noms... peut-être le gang des Américains, le gang, voilà. Ils ont des noms très exotiques. Ouais. Mais entre eux, ils sont évidemment extrêmement violents. Et puis extrêmement violents avec leurs victimes. On a volé cette montre et ce téléphone. On s'est caché dans un coin. Et quand l'homme est passé, je me suis jeté dessus avec ma machette pour lui prendre son téléphone. La montre, on l'a prise sur une jeune fille qui traversait le pont. C'est pas une violence qui va leur permettre de s'acheter une voiture décapotable. C'est une violence qui va leur permettre de se payer la dose de drogue pour le lendemain, quelques bières et un peu de quoi nourrir le foyer. Hein. On est sur, ça va être un vol d'une fausse montre, d'une tablette, un téléphone qu'ils vont tout de suite revendre. C'est plus de la survie au quotidien. T'as passé combien de temps toi avec ce gang ? J'ai passé 2-3 jours en fait, et tout s'est bien passé avec eux. Ils m'ont très vite accepté, ils m'ont répondu sans fil, sans langue de bois. Parce que le but de ces sujets sur les gangs, c'est pas de faire du sensationnalisme. Et les gangs, c'est hyper intéressant pour décrypter un pays, comprendre cette violence, cette jeunesse désœuvrée, cette pauvreté aussi. Pourquoi, d'où ça vient ? C'est lié à la situation économique d'un pays, le pillage des richesses, la corruption des élites, qui génère cette colère dans les quartiers populaires. Parce qu'il voit bien, je pense que le Congo est vraiment le symbole d'un système pyramidal
où le sommet de l'État se gave de fortunes gigantesques, tellement c'est un pays riche en soi, le Congo. Et tellement la population, 90% de la population vit dans une misère extrême. Donc ça les rend fous, les gens des quartiers populaires de Kinshasa, quand ils voient passer les belles bagnoles. Parce qu'il y a du diamant, il y a des minerais, il y a tout là-bas. Il y a tout. Ils ont tout. Normalement, ça devrait être un des pays les plus riches d'Afrique, quoi. Mais tout est pillé par des compagnies minières internationales. C'est pas qu'un pillage local. Enfin voilà, c'est vraiment une injustice totale dans ce pays. Et donc les gangs, ça permet aussi de raconter ça, quoi. Et le but, c'était pas qu'ils me racontent seulement quand ils agressent des gens. Mais après, le danger, ou l'écueil, c'est qu'il faut pas... ils m'ont proposé des trucs, mais évidemment, j'ai refusé. Ils me disaient, mais si tu veux, on va aller attaquer... Alors, chose qu'ils font habituellement. Je voulais pas qu'ils le fassent pour moi. Genre, on va aller attaquer le gang adverse, ou tu peux nous suivre quand on va agresser des gens. Non. Il fallait tout de suite mettre la distance. Faut pas jouer les pouces au crime. On n'est pas là pour ça. Moi, je voulais entendre leurs témoignages, mais je m'en foutais de les filmer quand ils vont. Enfin, ça, pour le coup, c'est du sensationnalisme. Ça, c'est plus du reportage, c'est plus du journalisme. Ouais. Et le prochain, t'as une idée? Je pense que ce serait une route de l'impossible. Je pense au Cambodge, si c'est signé. J'aimerais bien, T'es jamais allé? Non. J'aimerais bien voir les derniers Khmers rouges encore en liberté, encore imprégnés de l'idéologie. Les derniers lieutenants de Pol Pot encore en vie. J'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de les entendre. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Esther. Merci. On espère que tu vas encore en faire plein d'autres. Et puis, t'es bienvenue si tu veux revenir ici. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à nous soutenir avec le lien Tipeee en description. À bientôt sur Press Room.